C'est deux trucs pénibles, mais tu vas le faire, mais tu t'en rends compte. Donc c'est bon, je peux commencer. Allez, on va y aller. Alors, donc, en ce qui concerne les définitions du produit scalaire, a priori, l'année dernière, vous en avez vu plusieurs. Donc celle dont vous nous avez parlé, Émile, c'est ce qu'on appelle la définition analytique. Ça sous-entend justement d'avoir les coordonnées des deux vecteurs U et V. Ça n'est pas la première définition. La première définition, alors j'en parlerai un tout petit peu après. Je ne sais pas comment a été présenté justement votre cours sur le produit scalaire l'année dernière. En fait, il s'avère que toutes ces propriétés ou toutes ces définitions sont équivalentes. La première, c'est l'identité du parallélogramme. Alors, comment voir un parallélogramme là-dedans, c'est pas tout à fait évident. Mais donc, le produit scalaire UV, c'est 1/2 de la norme de U plus V au carré, moins norme de U au carré, moins norme de V au carré. Si vous voulez, en général, cette définition du produit scalaire, on l'a déduit justement de ce qu'on appelle l'identité remarquable, mais avec des vecteurs. Quand vous faites du U plus V au carré ici, en fait, ça fait U carré plus V carré, plus 2 fois le produit, le double produit, qui ici est un produit scalaire. Donc ça, c'est une première définition du produit scalaire. La deuxième, c'est donc la formule analytique, une fois que quand j'ai des coordonnées. Et la troisième définition du produit scalaire, qui est assez intéressante, qui est une vision un peu plus géométrique, et c'est celle qui nous intéresse d'ailleurs très souvent en physique, c'est donc la norme du premier vecteur fois la norme du deuxième vecteur fois le cosinus de l'angle orienté entre les deux. Alors, au passage, j'écris ici angle orienté, c'est ce qui est marqué dans ma définition, mais en réalité, au vu de la fonction, des propriétés de la fonction cosinus, qui est une fonction paire, en fait, peu importe si on prend ici un angle orienté ou un angle géométrique, c'est exactement la même chose. Si vous voulez que je prenne du moins 45 degrés ou plus 45 degrés, ici, ça ne change pas grand-chose, étant donné que la fonction cosinus est paire. Ok, alors ça c'est très intéressant parce que ça nous donne une définition du produit scalaire en fonction des longueurs justement du vecteur et de l'angle orienté. Donc ici, ça c'est totalement indépendant justement des coordonnées du vecteur et savoir du repère dans lequel on se place. Alors, en termes de démonstration, ce que j'écris, c'est que la démonstration de l'équivalence de ces trois définitions est identique à la démonstration dans le plan. Alors pourquoi ? Parce que quand je prends deux vecteurs, en fait, on peut toujours placer ces deux vecteurs justement dans un plan. Et auquel cas, alors je ne sais pas si vous voyez à quoi fait référence justement cette définition, c'est la quatrième définition possible du produit scalaire avec une histoire de H, le projeté orthogonal de C, sur la droite AB que vous avez déjà dû rencontrer l'année dernière. Alors, c'est cette définition-là, d'ailleurs, qui est un peu plus intéressante et qu'on peut aller voir en physique. Est-ce que quelqu'un peut me donner à quoi correspond, justement, le produit scalaire en physique? C'est une question que je pose. En physique, à quel endroit on utilise le produit scalaire? En physique ou en SI, d'ailleurs. Parce que ça doit exister également en SI. Pour les forces, tout à fait. Et quoi exactement pour les forces? Tout à fait. Et ça s'appelle comment cette notion qu'on note W? Le travail d'une force. D'accord? Donc a priori, en tout cas moi c'est comme ça que je l'introduis en classe de première, avec le travail d'une force, et on travaille même sur cette égalité-là, et on fait le lien entre cette définition-là et celle-ci, enfin voilà. Et on montre que justement c'est une des propriétés, une des formules qui nous permet justement de définir correctement ce qu'on veut. Voilà, donc confère cours de première S, je vous invite à relire votre cours sur le produit scalaire. Alors,
je vais pas vous le cacher, mais nous, on va surtout effectivement utiliser la formule analytique ici pour pouvoir justement, on va travailler avec des équations, donc le x, le y, le z, on les aura, on sera dans un repère. Mais voilà, donc on est quand même obligé de traiter le cours, on va dire, de manière générale. Alors, donc, je redéfinis un tout petit peu cette chose-là, à savoir que si h est le projeté orthogonal du point C sur la droite AB, alors le produit scalaire justement UV, c'est la même chose que AB, donc A scalaire AC, ça c'est la définition, mais je peux remplacer en fait le vecteur AC par son projeté orthogonal justement suivant la droite AB. Et c'est là où justement on s'intéresse d'un point de vue en physique, si je vais dans le déplacement de A vers B, que la force elle est, enfin si vous voulez là, je pense que vous parlez peut-être de résultante. La résultante suivant le déplacement AB, s'il est dans le même sens, du coup c'est une force qui va être, vous dites comment? Motrice, c'est ça? Peut-être, vous m'avez dit moteur, c'est ça, non? Moteur, c'est motrice, du coup, c'est l'adjectif qui correspond, donc a priori, c'est ça. Après, si la résultante est dans l'autre sens, à savoir si c'est des vecteurs qui sont collinéaires de sens contraire, alors ça veut dire que la force, elle est résistante, elle va avoir tendance à freiner votre déplacement AB. Et si vous êtes à angle droit, c'est ça qui va nous intéresser en maths, le travail est nul, c'est-à-dire que vous appliquez une force qui ne sert à rien. Alors, là où ça va être intéressant, c'est que ça va nous permettre de caractériser l'orthogonalité. Et ça va être un outil qui va devenir très puissant. Donc là, c'est ce que j'écris en physique, le produit scalaire AB-AC correspond au travail de la force AC dans le déplacement de A vers B. Alors, d'autres remarques sur les notations. Quand j'écris U scalaire U, alors le scalaire ici, c'est un produit. Donc en réalité, si vous réfléchissez un tout petit peu sur ce qu'on fait sur les vecteurs. En seconde, vous avez défini une somme, vous avez défini une multiplication par un scalaire, par un réel. Ensuite, en première, vous avez défini un produit. Donc en fait, on a une structure algébrique, donc un ensemble qui se manipule un peu, je dis bien un peu, comme les nombres. On sait faire des additions, on sait faire des multiplications, etc., etc. Donc, juste là par convention, le carré, ce qu'on appelle un carré scalaire, donc c'est U scalaire U, qu'on note en général U au carré, puisqu'on a quand même envie d'écrire les notations comme on a l'habitude d'avoir. C'est la même chose que la norme au carré, d'accord? Quand je fais U scalaire U, je reviens justement sur la norme du vecteur au carré, c'est-à-dire la distance AB au carré. Okay? Donc il faut être capable de passer d'une de ces écritures à l'autre sans trop de problèmes. Alors, pour la troisième définition, dernière remarque que j'ai déjà expliquée, on pourra considérer l'angle UV comme un angle géométrique θ, donc de 0 à π, car la fonction cosinus est paire. Cela explique d'ailleurs la symétrie du produit scalaire. Okay? Si je fais U scalaire V ou V scalaire U, j'obtiens exactement la même chose, puisque en fait, si j'intervertis les vecteurs U et V ici dans mon angle orienté, j'obtiens l'opposé de l'angle. Et si je prends cos de moins quelque chose, la cos de moins θ, c'est la même chose que cos θ. Donc du coup, j'obtiens la même valeur du produit scalaire. Première chose. Deuxième propriété également, si l'angle θ il est compris entre moins π sur 2 et π sur 2, c'est-à-dire si j'ai un angle qui est aigu, alors le produit scalaire est strictement positif. D'accord? C'est un travail positif, n'oubliez pas cette notion-là. Si θ égale plus ou moins π sur 2, c'est-à-dire si j'ai un angle droit, le produit scalaire vaut 0. Et si θ est compris entre π sur 2 et 3π sur 2, c'est-à-dire quand j'ai des angles obtus, alors le produit scalaire, justement, il est strictement inférieur à 0. Ok? Donc je rappelle, un produit scalaire, c'est un nombre réel, alors qui, en physique, va quantifier le travail d'une force, et en maths, il va évaluer, on pourrait dire, la distance par rapport à la perpendicularité. Plus j'ai un produit scalaire grand, plus je suis loin de l'angle droit, plus je suis proche de 0, plus je suis proche de l'angle droit, etc. etc. Ça n'est pas du tout rationnel, ce que je raconte, ça n'est pas rigoureux, mais en fait c'est un tout petit peu ce que ça mesure. Ok, donc premier exercice, justement, et premier exemple, ce que je vous propose de réaliser. Hop, je vais l'afficher
comme ceci. J'ai donc ici 3 points dont je donne les coordonnées A, B et C. Et ce que je vous demande, c'est de déterminer la mesure de l'angle géométrique BAC. Au passage, cette question-là, là, c'est très souvent une question dans les sujets de bac. Première question. Hein, d'accord ? Et ensuite, je vais donc faire les projetés orthogonaux des 3 points ABC dans un plan, donc dans le plan d'équation Z est égal à 0, c'est-à-dire le plan, le sol si vous voulez. Et ce que je vous demande, c'est de réaliser exactement la même chose qu'à la question 1, mais avec ces projetés orthogonaux, donc les points A', B', C', et d'aller justement mesurer, de déterminer la mesure de l'angle géométrique B', A', C'. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je vous invite à le faire tout de suite. J'ai pas de réponse. C'est toujours un peu déstabilisant. Bon là, ma connexion, vous m'entendez correctement. Hein, ouais, donc là, je suis monté d'un étage. Je suis à 1 mètre de la bande. Donc ça devrait être bon sans problème. Ok, je vous laisse traiter ça. Est-ce que vous savez comment faire cette chose-là? Oui, non, non, oui. J'ai pas de réponse. Donc si j'ai bien compris, Kevin est parti. Je vais devoir le mettre absent. Alors l'idée, c'est de calculer le produit scalaire de deux manières différentes. Hein. D'accord ? J'ai d'une part, en fait, les coordonnées des points A, B et C, donc je vais calculer le produit scalaire ABAC en utilisant les coordonnées des vecteurs, que je vous laisse calculer. Ça me donne la valeur numérique du produit scalaire. Et ensuite, je vais utiliser, pour faire un lien avec l'angle géométrique entre les points, entre les vecteurs A, B, A, C, enfin, si je dis les vecteurs, il faut que je parle de l'angle orienté. Je vais donc utiliser la troisième définition, celle qui me donne justement une relation entre les longueurs des vecteurs et le cosinus de l'angle. Ok? Est-ce que vous voyez ce qu'il y a à faire ou pas? J'ai l'impression de parler tout seul. Alors, il y a deux solutions. Soit je vous montre. Oui, c'est ça. Il y a une histoire d'arc cosinus. Bon, vous connaissez pas. Enfin, c'est marqué arc cosinus, c'est une touche de la calculatrice. Je préfère le cos-1, mais oui, si vous voulez, c'est exactement ça. Alors, du coup, je vais le faire. Mais j'ai l'impression que... Tiens, ceux qui sont encore là, manifestez-vous. Répondez, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? Blablabla, ok. Merci. Pourquoi? Ok, vous êtes tous là. Pourquoi quand je pose une question, personne ne répond? Ok, bon, c'est moi qui vais le faire alors. Vous avez une question? Non? Ah, voilà. C'est presque un peu fractal comme considération. Bon, donc je vais faire la première partie. Hein. Donc pour calculer l'angle BAC géométrique, on utilise la troisième définition du produit scalaire. Donc d'une part, AB scalaire AC, c'est donc les normes des vecteurs, c'est-à-dire la distance AB fois la distance AC fois le cosinus de BAC. Donc pour déterminer le cosinus d'un angle géométrique, que j'ai appelé BAC, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais bon, passons. Je vais donc calculer le produit scalaire divisé par le produit des deux longueurs AB et AC. Donc pour calculer le produit scalaire et les distances AB et AC, on utilise la définition analytique, d'accord? Donc repère orthonormé, attention. Hein. Donc je calcule les coordonnées du vecteur AB, donc j'obtiens là ici, donc xb moins xa, 4 moins 6, ça fait moins 2, 9 moins 8, ça fait 1, 1 moins 2, ça me fait moins 1, donc j'obtiens ça pour le vecteur AB. Vecteur AC, 5 moins 6, ça me fait moins 1, 7 moins 8, ça fait moins 1, 3 moins 2, ça me donne 1, et j'obtiens donc ces coordonnées pour le vecteur AC. Donc je calcule mon produit scalaire, je fais donc le produit des coordonnées les unes avec les autres, moins 2 fois moins 1, plus 1 fois moins 1, plus moins 1 fois 1, etc. Je calcule tout ça, j'obtiens 0. Ah. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire 0 ?
Ça veut dire justement que l'angle, le cosinus de l'angle géométrique vaut 0, et si je regarde un tout petit peu, ben, en termes d'angle orienté, ça me donne du plus ou moins pi sur 2. Donc si je regarde l'angle géométrique, BAC, il vaut... Alors en fait ici j'écris pi sur 2, ce serait peut-être plus raisonnable. Alors vous allez me dire, on ne sait pas trop ce qu'on veut, mais en fait, si vous voulez, quand on parle d'angle orienté, on compte en radians. Quand on parle d'angle géométrique, on va revenir en degrés. Donc dans les questions de géométrie dans l'espace, on vous demande les résultats en degrés. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Donc qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit justement que le triangle ABC est rectangle ici en A. On est d'accord? Donc là, j'attends une réponse. Ok. Très bien, j'ai 3 réponses, je vais m'en contenter. Maintenant, ce que je vous demande de faire, c'est la même chose, mais pour les points A', B', C', dans le plan d'équation Z est égal à 0. Alors, quand je vous demande de déterminer les coordonnées des points A', B' et C', ce qu'il faut savoir, c'est que ça revient juste à mettre la troisième coordonnée à 0. Ok? Parce que si je projette orthogonalement, c'est-à-dire parallèlement aux axes, à l'axe OK, ici, l'axe des côtes, en fait, en réalité, je conserve les deux premières coordonnées et je mets 0 sur la troisième coordonnée. On est d'accord? Donc, s'il vous plaît, je vous demande de faire la même chose, enfin, sans lire le cours, puisque vous l'avez sous les yeux a priori, mais essayez de le faire sur papier. Et je vous laisse, on va dire, 2 minutes pour faire cette chose-là. D'accord? Petite réponse. Ok, Sarah m'a dit d'accord, c'est parfait. Ok, j'interrogerai au hasard. T'as tout terminé la journée? T'as regardé le sport s'il y avait à faire? C'est là qu'on la fera après. Et en sciences, c'était quoi? Et alors, ça tombe bien? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris sur la journalisation du corps? Ok, d'accord.
Allez, Paul Cardon, vous avez terminé? Vous m'entendez pas, Quentin? C'est bon? Vous m'entendez? Paul Cardon, vous m'entendez? Ah, parfait, ok. Alors, vous obtenez combien? Alors, donnez-moi les coordonnées des points A', B', C'. Vous m'avez dit quoi, Paul? Pourquoi? Vous avez dit oui, pourtant. Je cite. Il m'a semblé, hein, Paul Cardon, ah non, moi non plus, etc. Il m'a dit oui. Ah non, c'est parce que savoir si j'étais, si vous étiez là ou pas. Bon, mais c'est pas grave. Alors, je repose ma question, hein. Ici, je suis dans le plan d'équation Z est égal à 0. Quelles sont les coordonnées des points A, B et C? Oui, non, j'en sais rien. Vous étiez là tout à l'heure quand j'ai expliqué? Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, tout à fait. Et comment on fait pour les obtenir? Parce que ça, j'ai expliqué tout à l'heure. Vous étiez là ou pas? Vous pouvez me dire non, hein, c'est pas grave, hein. Parce que le fait de ne pas avoir de visio de temps en temps, c'est quand même un petit peu perturbant. Bon, c'est pas grave. Donc je répète, je remplace. Oui? Qui a voulu parler? Il y a quelqu'un qui a parlé là, non? Donc on remplace la troisième coordonnée par 0. D'accord? Donc le point A', il a pour coordonnée 6, 8, 0. B', 4, 9, 0. Et C', 5, 7, 0. Là. Cette chose-là. Donc il faut calculer les coordonnées des vecteurs A', B' et A'C'. On est d'accord? Voilà, donc moi je les obtiens. Moins 2, 1, 0. Ici, moins 1, 0. Je calcule donc le produit scalaire. Je fais donc ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. J'obtiens donc de moins 1, ça fait 1. On est d'accord? Et je dois calculer les distances justement des deux, enfin les distances A'B' et A'C'. Notez que tout à l'heure j'en ai pas eu besoin parce que j'obtenais 0 dès le produit scalaire, donc c'était pas la peine de calculer les distances qui étaient en bas. Et donc ici je vais être obligé, alors je vous rappelle quand même cette petite formule issue du théorème de Pythagore, mais ici on a 3 côtés si vous voulez. Hein. Donc la norme d'un vecteur c'est racine de A carré plus B carré plus C carré. Donc je calcule la distance A'B', ça donne racine de 5. Alors je tiens à insister sur quelque chose, mais tout ce que je raconte, toutes ces formules sont vraies dans un repère orthonormé. Si je n'ai pas un repère orthonormé, vous connaissez cette formule de la distance déjà de la classe de seconde. Si le repère n'est pas orthonormé, ça ne marche pas. Et pour la distance A'C', je calcule, bon, j'obtiens racine de 2. Racine de 5 pour la première, racine de 2 pour la deuxième. Donc, si j'applique la même formule, cos de B', A'C', c'est donc le produit scalaire 1 divisé par racine de 5 fois racine de 2. Je simplifie un tout petit peu, ça me donne 1 sur racine de 10. Ok, bon, ça c'est pour le calcul. Et puis, vu qu'on me demande de déterminer ici une valeur en degrés, cette fois-ci je l'ai laissé en degrés,
J'utilise donc cos-1 ou arc cosinus sur la touche de la calculatrice. Il faut que vous sachiez faire ça, a priori c'est pas trop un problème. Et donc j'obtiens à peu près 71,6 degrés. Ok? On est d'accord, Paul? Alors j'ai une question subsidiaire. Donc effectivement, ce qu'on est en train de raconter, c'est que le triangle A'B'C', tout à l'heure le triangle ABC était rectangle, et en le projetant sur un plan, eh ben, ce triangle n'est plus rectangle. Donc si vous voulez, on pourrait ici conclure en disant que la projection orthogonale d'un triangle rectangle n'est pas nécessairement un triangle rectangle. En fait, la projection orthogonale ne conserve pas les angles géométriques. Donc voilà, là je vous ai mis une petite illustration justement en 3D. Donc j'ai un triangle ABC qui est évidemment dans un plan qui n'est pas parallèle justement au plan Z est égal à 0. Et en projetant, si vous voulez, ce triangle, et ben, alors quand on fait une projection orthogonale, c'est comme si vous aviez un triangle, au-dessus on met une lumière et on regarde l'ombre qui est en dessous. Donc si vous voulez, l'ombre d'un triangle rectangle n'est pas forcément un triangle rectangle. Ok? Voilà. Alors, bon, c'était un petit exercice juste pour vous faire manipuler la première définition et surtout la manière de déterminer la valeur d'un angle géométrique à partir du produit scalaire. Je répète, c'est très souvent une des premières questions du bac. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? A priori, bon, c'est moi qui ai fait les 3/4. Peut-être des gens qui ont fait un petit peu le travail. Romain, tiens, est-ce que vous avez une question? Samy, il essaye d'écrire depuis tout à l'heure, mais je vois toujours pas de message. Voilà. Romain, vous êtes là? Oui. Et c'est bon? Très bien. Bon. Il est temps que le programme se termine parce que plus ça va, plus j'ai de mal à faire court. Alors avec vous, façon de parler, hein, mais le cours de maths en tout cas. Alors, j'avance. Propriété et orthogonalité. Alors, des propriétés d'ordre, on va dire, calculatoire, algébrique pure. Donc le produit scalaire, il est commutatif, c'est-à-dire que j'ai U scalaire V, c'est égal à V scalaire U, d'accord? Je peux changer l'ordre, justement, des deux vecteurs, ça ne me change pas le produit scalaire. De la même manière que dans le plan, n'importe quoi, dans l'ensemble des nombres réels, quand je fais 2 fois 3, c'est la même chose que 3 fois 2. Il n'y a que vos camarades de spécialité qui connaissent le produit des matrices, qui connaissent des produits qui ne sont pas commutatifs. Ensuite, on a une distributivité, donc c'est plutôt de la bilinéarité si on est un petit peu technique en termes de relation, par rapport à l'addition de deux vecteurs. C'est-à-dire que si je fais U scalaire entre parenthèses V plus W, bah, j'ai le droit de, si vous voulez, ce produit, j'ai la distributivité comme dans l'ensemble des nombres réels. Hein. C'est-à-dire que je peux développer, je peux factoriser, c'est ça que ça veut dire. Je peux factoriser justement par un vecteur U ou développer un vecteur U quand il est scalaire avec une somme. Deuxième propriété, c'est la même chose, la bilinéarité. Alors en fait, la bilinéarité, ce sont ces deux propriétés-là en même temps. Hein. Par rapport quand je multiplie par un scalaire. Si je prends un vecteur U et un vecteur V, que je multiplie chacun des deux vecteurs par un nombre, par exemple si je fais 2U fois 3V, et ben c'est la même chose que faire 2 fois 3 fois le produit scalaire UV. Bon, ça on s'en sert quand même globalement très peu ici, hein, dans l'espace. Alors, collinéarité, toujours pareil, donc ça c'est bien de faire le lien entre les notions qu'on connaît. Si les vecteurs U et V sont collinéaires de même sens, alors le produit scalaire, ça correspond exactement au produit des deux longueurs, c'est-à-dire qu'on a une correspondance entre le produit scalaire dans l'ensemble des vecteurs avec l'ensemble des nombres réels. Parce que là, ici, ce fois, le fois que j'ai écrit ici, je l'ai écrit volontairement fois, ce fois c'est un nombre, le produit entre deux nombres qui sont réels. Hein. Ça c'est un produit entre deux vecteurs. Notez que je n'ai pas la même notation justement de l'un que pour l'autre. Et si les vecteurs U et V sont collinéaires de sens contraire, et bien en réalité le produit scalaire c'est pas le produit des deux longueurs, c'est moins le produit des deux longueurs. D'accord? Pour respecter toujours cette histoire de signes en fonction, on va dire, des angles.
orthogonalité, ce qui nous intéresse beaucoup plus, les vecteurs u et v sont orthogonaux si et seulement si u scalaire v est égal à 0. Alors ça, j'aime bien faire un petit commentaire là-dessus quand même sur cette propriété pour comprendre que, alors je vous dis depuis tout à l'heure que ça se manipule un tout petit peu comme dans l'ensemble des nombres réels, c'est ça l'avantage des vecteurs, mais pour ceux qui continueront les maths dans les années suivantes, vous n'imaginez pas à quel point justement cette notion de vecteur est très importante, vous allez la retrouver partout. Mais il faut quand même pointer ici le fait que j'ai une propriété qui n'est pas comme dans R. Dans R, quand j'ai un produit est nul si et seulement si l'un des deux facteurs est nul. Et bien, ce qu'on vient d'écrire ici, c'est de... En fait, ça revient à dire que dans l'ensemble des vecteurs, un produit est nul si et seulement si l'un des deux vecteurs est nul ou les vecteurs sont orthogonaux. Et ça change quand même beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on a une propriété, si vous voulez, supplémentaire ou différente, ça dépend comment on voit les choses, par rapport à ce qu'on a l'habitude d'utiliser dans R. Alors il y a plus que ça, hein, parce qu'en fait la relation de Chasles qui définit la somme également n'existe pas dans R. Petite remarque au passage, le vecteur nul, il est orthogonal à tous les vecteurs de l'espace, parce que quelque chose fois vecteur nul, en termes de coordonnées, c'est du 0, 0, 0, donc on obtiendra, quoi qu'il arrive, 0. Ok ? Voilà. Alors, deuxième petit exemple, justement, exemple, exercice, issu plutôt d'exercice de type bac, on va dire. Donc là, je vous donne deux vecteurs. Première question, il y a une coordonnée que je ne connais pas, entre u et v, et je vous pose la question de savoir pour quelle valeur de alpha les deux vecteurs u et v sont orthogonaux. Ensuite, justement, on s'intéresse à commencer à utiliser l'orthogonalité d'un point de vue géométrique, hein, avec des droites, j'ai un vecteur directeur, etc., etc. Et dernière question, justement, une question, on va dire, là, réellement, de géométrie dans l'espace. Alors, théoriquement, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Vous devriez être capable de le faire. Paul, vous êtes toujours là, Paul Cardon? Ok, donc je vous demande de le faire et je vous interrogerai. On est d'accord? Ok, et c'est le cas pour les autres également. Hein? J'interrogerai Paul, mais j'interrogerai d'autres personnes également.
Ok. Alors, donc je vous mets la correction de l'exercice 122, page 251. Au passage, sur Pronote, il y a un seul fichier qui s'appelle correction exercice où vous avez l'intégralité de toutes les corrections que je mets à jour a priori au fur et à mesure. Donc si vous voulez récupérer l'intégralité de toutes les corrections, ça, c'est sur Pronote. Paul, vous êtes là? Est-ce que quelqu'un m'entend déjà? Ok, merci. Donc c'est Paul qui n'est plus là. Samy, il est toujours en train d'écrire. Ah, ça y est, j'ai eu un message. Merci Samy. Donc Paul Cardon, je ne sais pas s'il nous entend. Il est peut-être parti. Ah non, il est là. Vous pouvez remettre votre micro, Paul. Parlez donc, parlez donc. Vous ne m'entendez pas. Pas de bol. Parce que vous n'avez pas envie de corriger l'exercice, c'est surtout ça, Paul. Hein. Bon, c'est pas grave. Allez hop, quelqu'un qui nous fait... Alors, j'ai perdu le stream au passage, donc je vais le relancer. Alors. Arthur, tiens. Quatre. Donc, la vidéo que j'enregistre, elle ne va pas être très très dynamique. Il faudrait que je coupe. Vous m'entendez pas, Romain? Bon. Bon, c'est bien chaotique aujourd'hui. Bon, bah, c'est moi qui vais faire le travail, du coup. J'espère qu'il y a encore des gens qui m'entendent. Hein. Ouais, on entend, ouais. Ah, non, vous êtes là, parfait. Laissez mon micro allumé, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Allez, faites-moi un peu le bazar, là, si possible. Karl, c'est bon, voilà, j'entends des bruits de clavier, etc. C'est mieux, c'est parfait. Très bien. Bon, je sais pas ce que vous êtes en train de faire pendant ce temps-là, mais c'est pas grave. Mais au moins, c'est vivant comme ça. Alors, pour que les vecteurs soient orthogonaux, il faut que le produit scalaire soit égal à 0. Donc ici, je fais 2 fois moins 2 cinquièmes, plus moins 1 demi fois 3, plus 5 fois alpha est égal à 0. Ce que je récupère, c'est tout simplement une petite équation de degré 1. Bon, il y a des fractions, d'accord, mais c'est pas trop méchant. Et moi, j'ai obtenu alpha est égal à 23 cinquantièmes. Une bien jolie valeur. Qui a obtenu ça déjà? Ok, Paul, vous m'entendez. Est-ce que vous avez obtenu ça, 23 cinquantièmes pour alpha? Merci, Paul, c'est très bien. Bravo, c'est une bonne nouvelle. Alors, j'ai pas eu ça, Tristan. Ah zut. Vincent, oui aussi, très bien. Donc, reprenez vos calculs. Tristan, allez vérifier justement par rapport au cours. Donc, le calcul, il est fait dans le cours. C'est après des problèmes de calcul. Alors, soit une erreur de signe, je dirais, soit du calcul en écriture fractionnaire. Très bien. Alors ensuite, on a des points A et B avec les coordonnées. Démontrer que la droite D qui passe par le point C et de vecteur directeur U est orthogonale à la droite AB. Alors c'est là où on va commencer un peu à mélanger les choses. Donc là j'ai une droite D définie par un point et un vecteur directeur. Alors a priori, quand j'ai cette donnée-là, je pourrais déterminer une équation paramétrique, mais ici, je ne vais pas en avoir vraiment besoin, puisqu'on me demande de démontrer qu'elle est orthogonale à la droite AB. Donc, j'ai le vecteur directeur de la droite D, c'est le vecteur U. J'ai un vecteur directeur de la droite AB, c'est le vecteur AB, donc il faut que je calcule les coordonnées. Et je vais tout simplement calculer le produit scalaire de ces deux vecteurs. Donc AB, en faisant le calcul, ça fait 0 moins 2, ça me fait moins 2. 2 moins 5, ça fait 7. 6 moins 1, ça fait 5. Donc j'obtiens ça comme coordonnée pour AB. Je calcule mon produit scalaire. Alors attention à ne pas faire des erreurs de signe dans les calculs. Parce que très souvent, en fait, on ne va pas se le cacher, ce qu'on veut obtenir en général, c'est un 0. Mais de temps en temps, ça ne vaut pas. S'il y a moins 5, ben moins 5, ça fait bien moins 10 et pas 0. D'accord ?
Donc essayez pas de tricher pour obtenir le résultat attendu. Donc je calcule mon produit scalaire. Ici, ça me dit que les vecteurs U et AB sont orthogonaux. Et donc, mes droites, ici, elles sont bien orthogonales. Petite remarque au passage, on donne les coordonnées du point C. Techniquement, ça ne nous sert à rien. On s'en sert absolument pas, parce que ce qui nous intéresse, c'est tout simplement les vecteurs directeurs. D'accord? Donc peu importe savoir où on se place. Dernière question, on me donne 5 points avec leurs coordonnées. Prouver que les points A, B, C ne sont pas alignés. Ok. Et que le vecteur DE est orthogonal au plan ABC. Alors là, c'est plus intéressant. Est-ce que quelqu'un, s'il vous plaît, attention à réponse, je vous donne 30 secondes pour donner une réponse. Est-ce que quelqu'un peut me donner à quelles conditions un vecteur ou une droite est orthogonal à un plan? Deux vecteurs directeurs, c'est-à-dire deux vecteurs non collinéaires. Très bien Maxime, bravo. Vous avez gagné la course. Tout ça pour dire quoi? Que en fait, il faut faire très attention justement à ce que vous allez faire là-dedans. Il va falloir que... Alors, justement, voilà pourquoi on pose la question avant, prouver que les points A, B, C ne sont pas alignés. Mais vous verrez que dans la géométrie de l'espace, il y a souvent des QCM. Et dans les QCM, eh ben, il y a une des possibilités, justement, où on calcule le produit scalaire qu'avec un seul vecteur. Et attention à ça, il me faut deux vecteurs non collinéaires. Donc, je calcule les coordonnées des vecteurs AB et AC. AB, ça fait du 2, 0, moins 2. AC, c'est moins 1, moins 2, moins 1. Donc, a priori, ça, je ne détaille pas. Vous faites le calcul, ça ne pose pas trop de problème. Donc, ils sont collinéaires si et seulement s'il existe K appartenant à R tel que les coordonnées de AB sont égales à K fois les coordonnées de AC. Ici, j'ai sauté une toute petite étape en termes de rédaction. Et ça me donne donc 2 égale moins K, donc ça me donne directement la valeur de K. 0 est égal à moins 2K et moins 2 est égal à moins K. Donc évidemment, ça me donne trois valeurs différentes. Donc les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires. Et mes points ABC ne sont pas alignés. Donc toujours pareil, le plan ABC, ici, il est correctement défini, à savoir que les trois points ABC, ils engendrent un plan. Et donc maintenant, il nous reste juste à vérifier que le vecteur DE est orthogonal au plan ABC. Si ce mois-ci, il est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan, donc un couple de vecteurs directeurs. Donc j'ai deux produits scalaires à calculer. Donc si je calcule DE scalaire AB, je fais le produit des coordonnées. C'est en général le produit scalaire, c'est pas très compliqué à calculer. Donc j'obtiens 0. Le deuxième, DE scalaire AC, et j'obtiens 0 également. Donc en conclusion, le vecteur DE est orthogonal au plan ABC. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Y a-t-il des questions? Allez, je veux des réponses. Oui, non, non, oui. Voilà, merci Tristan. Vous êtes le premier à répondre, bravo. C'est bon. On va essayer de dynamiser un tout petit peu tout ça, là, parce que sinon je vais finir au fond du gouffre dans mes cours. Elisa est en train d'écrire. Ah, voilà. Non. Bon, très bien. C'est parfait. Alors, j'avance du coup sur le cours. J'arrive justement à ce qui m'intéresse, à savoir les équations cartésiennes d'un plan. Alors, il faut que je parle de vecteur normal. Attention, vous avez déjà vu ça l'année dernière pour les équations de droite. Vu que le produit scalaire caractérise l'orthogonalité, dans le chapitre précédent, on avait un point et un vecteur directeur. Dans ce chapitre, je vais devoir avoir un point et un vecteur normal. Alors, attention, évidemment, ce que je vais obtenir dans un espace à trois dimensions, je rajoute une dimension, donc j'obtiendrai des équations plan. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur normal? Je pense que de toute manière, de ce point de vue-là, ça ne pose pas trop de problème, puisque vous devez connaître ça de la physique ou de la SI. Surtout, vous utilisez des... Quand il y a un repère, là, où il y a un vecteur... vous utilisez le terme normal? Oui ou non? Quand vous faites un mouvement circulaire uniforme, tiens, un truc pas trop compliqué. Oui ou non? Comment vous faites vos équations de mouvement? Vous faites ça dans un repère fixe? Et vous ne raisonnez pas d'abord dans le repère mobile? Ah oui, ok, d'accord. Ah, ça doit être intéressant comme matière vu comme ça.
Bon, bah d'accord, écoutez, ben, moi, nous, on faisait pas ça. On faisait un mouvement, on avait une base mobile, donc un vecteur qui était tangent, on avait un vecteur qui était normal, donc la normale, justement, au mouvement circulaire. Bon, c'est pas très grave, tant pis. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un vecteur normal? Ben, c'est un vecteur qui est orthogonal au plan tout entier. D'accord? Donc, le vecteur normal n, si et seulement si toute droite de vecteur directeur n est orthogonale au plan P. Donc en général, on le représente bien, hein, c'est tout simplement, bah, j'ai une table, je pose un feutre vertical dessus sur la table, c'est ce qu'on appelle un vecteur normal. Alors première propriété, le plan P qui passe par A est de vecteur normal n et l'ensemble des points M tels que AM scalaire n est égal à 0. Si vous voulez, cette propriété-là, c'est exactement l'équivalent de la caractérisation d'une droite, mais avec de la collinéarité. Hein. Donc cette fois-ci, avec l'orthogonalité, c'est-à-dire le produit scalaire, j'obtiens un plan tout entier. Et donc c'est là où ça devient intéressant, parce que ça c'est juste la caractérisation. Une droite D est orthogonale à un plan si et seulement si D est orthogonale à deux droites séquentes de P. Propriété qu'on vient d'utiliser d'ailleurs, avec des vecteurs, mais ça revenait exactement au même. Propriété, théorème d'ailleurs que nous n'avons pas démontré. D'accord? Et vous le voyez, oh, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas une, hop, une petite démonstration de niveau de bac. Alors, allons-y. Donc, d'une part, si D... Alors, en fait, on a une équivalence, donc là, je vais faire plaisir aux gens de la spécialité maths. J'ai une équivalence à démontrer, donc ici, je vais démontrer les deux sens. Je vais démontrer que si D est orthogonal à P, alors D est orthogonal à deux droites séquentes de P. Et réciproquement, si D est orthogonal à deux droites séquentes de P, alors D est orthogonal au plan P tout entier. Alors, comme souvent en maths, il y a un des sens qui est quasiment évident. Donc là, c'est le premier. Si la droite D est orthogonale à un plan P, la définition d'être orthogonale, c'est alors D est orthogonal à tout le monde. Donc si on est orthogonal à tout le monde, et ben en particulier, on est orthogonal à deux droites séquentes de P. Et au passage, ce sens-là, en fait, n'a aucun intérêt d'un point de vue de la démonstration. Il faut l'écrire parce que d'un point de vue de la rigueur, on en a besoin. Mais en termes de quantité d'informations, ça ne nous apporte pas grand-chose à la compréhension, justement, de cette propriété-là. Parce que la question qu'il faut, en fait, la question à laquelle on essaye de répondre, c'est savoir pourquoi il en suffit de deux séquentes, ça suffit pour tout le monde. Alors, en fait, réciproquement, donc je suppose que D est orthogonal à deux droites séquentes de P. Je vais prendre donc deux vecteurs directeurs, U1 pour la première droite, U2 pour la deuxième droite, et je prends N, un vecteur directeur de ma droite D. D'accord? Alors, ce que je sais par hypothèse, c'est que D est orthogonal à ces deux droites. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que N scalaire U1 et N scalaire U2 sont égaux à 0. Maintenant, la question, c'est pourquoi j'arrive à démontrer que je suis orthogonal à tout le monde. Et c'est là où on va utiliser cette notion de vecteur directeur d'un plan. Donc D1 et D2 sont séquentes, donc les vecteurs U1 et U2 ne sont pas collinéaires, donc le couple U1-U2, ça forme un couple de vecteurs directeurs du plan. Donc maintenant, si je prends une droite quelconque du plan P, je considère V un vecteur directeur. Comme V est coplanaire à U1 et U2, puisque la droite D elle est contenue dans le plan P, alors je peux écrire V justement sous la forme AU1 plus BU2. Et au passage, ici, si je puis me permettre par rapport à la définition du cours de la coplanarité, honnêtement, c'est plus pratique. D'ailleurs, j'ai corrigé l'exercice 22, j'ai terminé la correction et je vous l'ai donné. Vous verrez, Thibaut, que de ce que je pense, c'est que c'est quand même beaucoup plus rapide en utilisant cette définition-là. C'est complètement équivalent, hein, mais c'est quand même plus rapide. Alors ici, donc, le vecteur directeur de ma droite D, je peux l'écrire comme combinaison linéaire des deux premiers, U1 et U2. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à calculer le produit scalaire N scalaire V. Donc par bilinéarité ici, je développe tout simplement. Donc ça fait A fois N scalaire U1 plus B fois N scalaire U2. Chacun de ces deux produits scalaires valant 0, et bien la somme de ces deux quantités, elle vaut 0. Et donc, en réalité, hein, il suffit d'être orthogonal à deux droites séquentes pour être orthogonal à tout le monde. D'accord? C'est les conditions. En fait, c'est suffisant. Y a-t-il des questions sur cette démonstration?
Parcoursup est ouvert. Émile, n'allez pas faire un... Vous faites de la concurrence, mais j'espère bien que c'est vrai. Parce que si en plus vous dérangez mon cours pour des choses fausses. Et donc c'est ouvert pour vous aussi? Vous avez accès aux résultats? Ok, bon bah écoutez, je suis désolé, je vais terminer mon cours d'abord. En espérant que les gens restent là. Le problème c'est que tout le monde va évidemment aller voir sur Parcoursup. Alors je termine juste ce que j'ai à raconter. Où est-ce que je m'arrête? Tiens. Bon, je voudrais terminer jusqu'à l'équation cartésienne quand même, et après il y aura l'exemple. Et vous voyez, c'est la fin du cours. Hein, donc je vous garde 5 minutes. 15h30. Ah, bon, pendant c'est la fin. D'accord, donc je vais être obligé d'arrêter là. Ok, donc je m'arrête ici, et puis la suite, quand est-ce qu'on se revoit? Ce sera donc lundi prochain. D'accord? Et donc